Avec nos invités, Céline Calvez, bonjour. Bonjour. Député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, François Piquemal, bonjour. Bonjour. Député insoumis de Haute-Garonne. On le voit, il reste en tout cas pour les oppositions des questions. Est-ce que François Bayrou doit encore convaincre sur cette affaire Betharam, Céline Calvez? En fait, au-delà de l'affaire Betharam, moi je fais partie de la commission qui s'est saisie des pouvoirs d'enquête pour ne pas seulement enquêter sur Betharam, mais sur tous les cas de violence. Comment on peut faire que l'État contrôle mieux et surtout comment on peut les prévenir. Alors effectivement, on a eu une audition assez pénible, très pénible la semaine dernière. Il y a encore sans doute à faire des preuves. Le Premier ministre vient de préciser qu'il allait mettre en œuvre la consultation de différentes pièces. Moi j'invite surtout nos spectateurs à regarder ce qui peut se passer dans les autres auditions. On a eu la semaine dernière les anciens ministres de l'Éducation. Ce soir, on a M. Darmanin. En fait, l'audition de M. Bayrou n'était pas du tout le reflet du sérieux de cette commission. Et on l'a vu puisqu'on diffuse sur LCP des extraits sur notre chaîne YouTube. Vous avez auditionné par exemple les victimes. C'est un reproche qu'on vous fait aussi un peu avec à vous les Insoumis de finalement transformer cette affaire Betharam en un procès de François Bayrou. Vous savez, l'émotion qu'a pu exprimer durant sa question ma collègue Sarah Legrain, c'est une émotion dont font part beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences dans leur enfance dans un certain nombre d'établissements scolaires. Et nous, on a à cœur de porter ces voix-là. Et il est logique et normal qu'un Premier ministre, dont on sait qu'il a eu des aveuglements ou des collusions, voire peut-être des complicités, qu'il revient sur des témoignages qu'il nie, soit auditionné 5h30. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est M. Bayrou qui vient tout penaud, en bafouillant et en n'ayant pas, à mon avis, la responsabilité qu'il devrait avoir face aux actes qui sont ceux-ci. Et depuis le début, on dit que par dignité, il devrait songer effectivement à la démission. Alors lui, il va contre-attaquer, si je puis dire. Il va publier un certain nombre de documents. Il faut qu'il fasse un peu la transparence. Vous trouvez une bonne chose? C'est un peu inédit. On a eu une audition de 5h30 et là, un Premier ministre qui dit je vais rendre public tout un tas de documents justement sur ce que je savais, ce que je ne savais pas. C'est son droit et ce serait dommage de l'empêcher justement de pouvoir apporter à ces éclairages. Maintenant, je le redis, le plus important, c'est de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Les victimes justement qui ont pu assister à ces différentes auditions, attention à leur respect, c'est justement de ne pas tomber dans le procès de M. Bayrou, mais dans celui des agresseurs, qu'ils soient il y a des dizaines d'années ou encore très récemment, pour pas que ça se reproduise. C'est surtout ça. Et c'est ce qu'il avait dit un peu François Bayrou lors de son audition, et ce que son entourage aussi laisse un peu, nous dit attention, François Bayrou, c'est pas lui non plus le seul responsable, et il faut faire bien attention aussi à l'échelle des responsabilités, François Piquemal. Ça ne s'intéresse pas qu'à François Bayrou, mais il est normal, étant donné les circonstances, vous comprendrez qu'elle l'interroge et qu'elle l'interroge longuement. Enfin, ça va de pair avec le travail parlementaire. Et moi, je tiens à saluer notamment Paul Vannier et Madame Spilibou qui font un travail les deux rapporteurs de la commission d'enquête et qui montrent l'utilité du contrôle parlementaire à aujourd'hui toute la France, je pense, qui est sensible évidemment à ces questions-là. Alors on va parler d'un autre thème évoqué lors de la séance des questions au gouvernement, la situation à Gaza. Le Premier ministre s'est exprimé sur le sujet. Je vous propose d'écouter François Bayrou. Pour la première fois, 3 États majeurs, 2 d'entre eux ayant joué un rôle dans cette région très importante, la Grande-Bretagne et la France et le Canada, ont décidé ensemble qu'ils s'opposeraient à ce qui est en train de se passer et qu'ils reconnaîtraient ensemble l'État de Palestine. Et nous tenons comme un honneur pour le gouvernement français d'être absolument ferme dans la condamnation, absolument déterminé à aller à la reconnaissance dans le cadre de 2 États et de ne jamais oublier ceux qui ont provoqué la situation que nous dénonçons tous ensemble. On voit un Premier ministre qui à la fois a dit qu'il était important de reconnaître l'État de Palestine, mais tout aussi important, si je puis dire, de rappeler les responsabilités notamment du Hamas et de ce qui s'est passé le 7 octobre. Céline Calvez, c'est la ligne de défense du gouvernement. C'est surtout le fait de rappeler que c'est intolérable. En fait, et le président de la République l'a fait la semaine dernière, et il le fait conjointement avec le Canada et le Royaume-Uni, c'est que la situation à Gaza est intolérable. À savoir maintenant, les responsabilités, elles peuvent être multiples, mais forcément on pense à celle du Hamas avec l'attaque terroriste de 2023. Mais la politique de Netanyahou, elle est beaucoup trop dure. Elle est beaucoup trop dure et elle ne respecte le droit humain des populations à Gaza qui, depuis la fin du cessez-le-feu, ne voient pas, la rupture du cessez-le-feu,
ne voit pas d'aide humanitaire arriver. On commence à réouvrir. Et donc la situation, elle est intolérable, mais elle ne fait pas oublier quelles sont les responsabilités. Mais permettons-nous quand même, et je reprendrai les mots de Jean-Noël Barrot, de dire que c'est pas faire offense à tous ceux qui vivent dans cette région du monde que de dire que la politique de Netanyahou aussi a des responsabilités. On voit un gouvernement qui dit que la situation est intolérable, les mots assez forts du Premier ministre, du ministre aussi des Affaires étrangères, qui condamne sans réserve ce que fait Israël à Gaza. En cette heure, vous savez, moi je pense au titre d'un recueil d'un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Mahmoud Darwish, qui était un poète palestinien et qui était « Comme la terre nous est étroite ». Et je pense que la terre n'a jamais été aussi étroite à Gaza, affamée, bombardée, et on assiste à un génocide télévisé en direct. Et ça fait des mois que ça dure, ça n'a pas commencé hier. Alors quelques consciences commencent à se réveiller, mais maintenant il faut prendre des actes. Il faut demander au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il prenne des sanctions fermes. Il faut dire à l'Union européenne qu'on arrête les accords d'association avec Israël. Il faut arrêter de donner des armes à Israël. Et la France n'est pas à la hauteur de ce qu'elle prétend incarner aujourd'hui. Et le gouvernement en a une grande responsabilité. Et on rappelle que vous utilisez ce terme de génocide. Pour l'instant, l'ONU parle de risque de génocide. D'autres organisations humanitaires le disent, mais pour l'instant, c'est un terme que certains contestent. Céline Calves, sur cette question de l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël, le ministre des Affaires étrangères a ouvert la porte aujourd'hui à le revoir, le renégocier. Ça fait partie des moyens de pression aujourd'hui? Effectivement, c'est un moyen de pression. En fait, on n'en a pas forcément beaucoup, mais ceux dont on dispose, il faut pouvoir les regarder et ne pas renoncer à éventuellement les re-questionner. On a des liens, que ce soit la France ou que ce soit l'Union européenne, avec Israël. Et Israël, on soutient l'État et on le soutiendra. Par contre, on ne peut pas forcément soutenir tout ce que fait son gouvernement actuel. Et l'accord d'association, eh bien, on n'est pas en train de dire il n'en faut plus du tout. Mais par contre, on peut le re-questionner, oui. François Piquemal, on a entendu dans la réponse du Premier ministre que même s'il condamne les actions d'Israël en ce moment, disent « mais moi je condamne aussi et je pointe la responsabilité du Hamas et de ce qui s'est passé le 7 octobre ». On sait qu'on vous reproche, notamment à vous les Insoumis, de ne pas suffisamment rappeler aussi l'importance du 7 octobre dans l'enchaînement des conséquences on peut rappeler que le 7 octobre, c'était des actes de terreur. On peut le rappeler, on s'en est ému, on a demandé la libération des otages. Ce que fait M. Netanyahou aujourd'hui, c'est l'inverse de la libération des otages. D'ailleurs, il y a des familles israéliennes qui manifestent. Et dire qu'il y a eu des actes de terreur le 7 octobre ne doit pas empêcher, comme ça a été fait depuis des mois, de ne pas regarder ce qu'était en train de faire le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et moi, je suis fier de faire partie d'un mouvement qui, depuis le début, a alerté sur ce qui se passait, quand d'autres disaient c'est le soutien inconditionnel jusqu'à la présidente de cette Assemblée. Qui est revenue justement sur ces mots. On va finir sur cette question hautement, évidemment, compliquée et difficile à Gaza. Certains disent la reconnaissance de l'État palestinien, finalement, ce serait une reconnaissance aussi du Hamas, parce qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui contrôle Gaza. Est-ce qu'il y a ce risque-là ou est-ce que c'est une reconnaissance politique, un message diplomatique, Céline Calves? En fait, je pense qu'effectivement, il y a toujours un risque. Si on ne conduit pas bien ce projet de pouvoir arriver à deux États dont l'existence est reconnue mutuelle et donc la sécurité mutuelle aussi, eh bien oui, il y aurait un risque. Mais moi, je pense que ça ne doit pas du tout nous empêcher d'arriver jusqu'à cette solution. La France, et depuis toujours, et même avant le 7 octobre et même après le 7 octobre, elle était pour la solution à deux États. On est résolument en faveur de cette solution. On va passer à un autre sujet en un mot sur cette question, François Piquemal. Il faut arrêter le blabla. Maintenant, il faut reconnaître l'État de Palestine parce qu'on ne va pas le reconnaître quand il n'y aura plus de Gazaouis. Donc que M. Bayrou et que M. Macron prennent enfin leurs responsabilités. Ils ont l'air de dire qu'en tout cas, ça pourrait arriver d'ici quelques semaines. On suivra ça évidemment. Un autre sujet, celui sur les pesticides. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Agriculture. Il est toujours préjudiciable quand on est député ou quand on est parlementaire, quand on n'est pas scientifique et spécialiste, ce qui est, je crois, votre cas et ce qui est aussi le mien, de décréter à la place des scientifiques ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc moi, je me fie aux organismes qui ont autorité pour le faire.
Alors on parle de la fameuse proposition de loi Duplon. La ministre était interpellée par la députée écologiste Delphine Batho. On la retrouve au micro de Clément Perrault, celle des 4 colonnes. Clément Perrault, Delphine Batho, on vient d'entendre Annie Genevard dans l'hémicycle il y a un instant, qui dénonce finalement le fait que la France a été la seule à interdire la molécule acétamipride de la famille des néonicotinoïdes et que cette molécule, elle est autorisée dans les autres pays européens, ce qui crée pour cette filière, je pense aux noisettes, aux asperges, une concurrence déloyale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette position d'Annie Genevard? Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors d'abord, j'ai trouvé la ministre de l'Agriculture très fébrile dans sa réponse au regard de ce que l'on sait de ce poison des néonicotinoïdes et notamment de l'acétamipride qu'elle veut autoriser, qui tue les pollinisateurs, qui tue les oiseaux et qui a des conséquences pour la santé humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est la ministre de l'écologie du gouvernement actuel. C'est un perturbateur endocrinien et c'est un neurotoxique. Donc un produit dangereux, il ne doit pas être autorisé, ni en France, ni dans l'Union européenne. Et ensuite, on doit être fier du fait que la France est le premier pays au monde à avoir interdit les néonicotinoïdes. L'Europe nous a suivis sur tous ces produits, sauf sur un, le dernier qui reste sur 3 plus exactement, mais notamment sur l'acétamipride. Et la France fait des démarches auprès de l'Union européenne pour qu'il soit interdit, pour éviter une concurrence déloyale. Et en décembre dernier, l'Union européenne a décidé d'enclencher ce qu'on appelle le réexamen de l'autorisation de cette substance. Donc c'est pas au moment où on est en train de gagner la bataille de la santé, de la biodiversité, de la science qu'il faut flancher. Merci à vous. Merci beaucoup Clément Perrault. On en parle dans l'hémicycle à partir du lundi 26. Débat qui va être tendu, débat piégeux aussi pour vous. Et on va réautoriser certains néonicotinoïdes, certains pesticides dans l'agriculture. Céline Calvez. Alors, c'est pas le débat qui est piégeux, c'est la situation dans laquelle sont les agriculteurs aujourd'hui, à qui on a interdit d'utiliser certaines substances et qui voient leurs concurrents à l'étranger, en Europe même, être autorisés à le faire. Ce qui est moins piégeux, par contre, c'est de reconnaître que ces substances sont néfastes. Et donc, si substances néfastes, c'est les réautoriser, c'est porter une grande responsabilité. Moi, à titre personnel, je n'ai pas voté en faveur de la réintroduction des néonicos quand c'est posé pour la question des betteraves en 2020. Je m'abstiendrai sur cette résolution. C'est une demande, dit Céline Calvez, même si on voit c'est inquiétant. Certains agriculteurs dans la betterave, dans la cerise, dans la noisette, on dit en fait nous nos cultures elles sont décimées à la fin, on n'a plus rien à vendre et les consommateurs ils vont acheter des produits en Europe dans d'autres pays avec ces mêmes néonicotinoïdes. Mais nous on ne veut pas empoisonner les agricultrices et les agriculteurs parce que cette proposition de loi qui s'appelle la proposition de loi Duplon elle porte mal son nom. En fait c'est une PPL retour des pesticides. On a les néonicotinoïdes et par exemple vous avez les agricultrices, les agriculteurs qui vont en être victimes mais aussi des espèces vivantes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des abeilles. Je ne sais pas si vous le savez. Eh bien, il y a 3 pesticides qui sont réintroduits par cette PPL qui vont atteindre le système nerveux, la mémoire de ces pollinisateurs. Sauf qu'on imagine bien que si certains agriculteurs le demandent, c'est que eux considèrent, et peut-être avec bonne foi, qu'ils en ont absolument besoin. Et d'autres le refusent. Il y en a d'autres qui se mobilisent contre cette proposition de loi. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait un retour en arrière sur des progrès écologiques vis-à-vis des pesticides? Il y en a certains qui sont réintroduits, qui font 5 000 à 10 000 fois le DDT. C'était un pesticide, pour que tout le monde s'en rende compte, utilisé dans les années 70. On en est là. Donc, les agricultrices et les agriculteurs, c'est les premières victimes du fait d'avoir des pesticides. Je rappelle qu'il y a plus de cancers, plus de maladies de Parkinson, plus de déformations et de malformations physiques qui peuvent exister dans cette catégorie professionnelle. Et vous, Céline Calvez, vous dites attention aussi au gouvernement à ne pas... On voit qu'il y a aussi un grand lobby, notamment de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On voit que les agriculteurs sont prêts à en découdre aussi, à manifester. Il y a eu des permanences qui ont pu être attaquées. Vous dites au gouvernement attention à ne pas non plus céder. Il faut parfois imposer des choses aux agriculteurs et notamment sur cette question des pesticides. Moi, je condamne toutes les actions qui ont été faites ces derniers jours et qui veulent mettre la pression sur des députés en leur disant que s'ils votent en faveur de cette loi, c'est très bien, mais s'ils votent contre, ça veut dire qu'ils sont contre les agriculteurs. Attention,
réintroduire les pesticides, c'est pas forcément être pour l'agriculture non plus. En fait, on voit bien les débats, on en a parlé sur les agriculteurs, sur l'ensemble de faune, flore confondue. Moi, je pense qu'on a laissé le temps aussi à pas mal de professions d'essayer de trouver d'autres solutions. Moi, je peux regarder la science et je peux regarder aussi les débats que ça peut faire. La position du gouvernement, pour l'instant, à ce que j'ai compris, c'est que ça va être une sagesse. Ce n'est pas une position. La position de mon groupe... Sagesse, pour préciser, c'est quand le gouvernement dit aux députés, faites comme vous voulez, on va vous suivre. Du coup, ça veut dire, elle ne prend pas position. De dire, on laisse passer. Voilà. Oui, mais sans le dire. Voilà, donc, mais je sais que c'est très regardé par l'ensemble des Français, qu'ils soient agriculteurs ou pas agriculteurs. On fait tous attention à tout ce que les substances peuvent apporter sur notre environnement. Moi, je suis députée d'une zone, bien sûr, urbaine, c'est le Valois et Clichy, mais ça ne m'empêche pas du tout, en petite fille d'agriculteur, de considérer que ce n'est pas bon ni pour la nature, ni pour l'humain. Et un dernier mot, François Piquemal, puisque parfois, en fait, les consommateurs eux-mêmes, en fait, ils achètent parfois à l'étranger, ils ne se soucient pas forcément de comment c'est produit. Ici, on a des grands débats, mais parfois, si c'est moins cher, peut-être, on ne va pas forcément regarder comment c'est produit. Alors là, on pose la question de la tarification, notamment de l'alimentation bio et locale. Et c'est une vraie question politique, vous avez raison. Mais toutes les études... C'est parfois trop cher pour les ménages. Bien sûr, et donc ça pose la question comment on le rend accessible et comment on revalorise aussi, de manière générale, les revenus des personnes. Mais ce que vous disiez aussi, c'est que il y a dans les enquêtes d'opinion, l'immense majorité des gens sont contre la réintroduction des pesticides et des néocotinoïdes. Moi, je le vois, néonicotinoïdes, oui, je précise bien parce que c'est un mot un peu compliqué. Voilà, je vous laisse... Très bien, le pesticide, on va dire. Vous dites mieux que moi, je vous donne le point là-dessus. Mais j'ai beaucoup de parents d'élèves qui s'émeuvent du fait que peut-être dans les cantines scolaires, on va avoir le retour d'un certain nombre de pesticides et on sait à quel point ils sont néfastes pour la santé des humains, mais aussi pour le vivant. On va parler d'un autre sujet, une affaire, un scandale peut-être. En tout cas, c'est ce qu'en pense Jérémy Jordanov, puisqu'il a interpellé le gouvernement sur Nestlé. Il est au micro de Stéphanie Despierres. Bonjour, vous avez interpellé le gouvernement sur les affaires des eaux commercialisées par Nestlé. Vous estimez que les règles n'ont pas été respectées, que l'État a masqué des preuves. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse du gouvernement ? Je suis assez scandalisé de la légèreté avec laquelle la ministre n'a pas répondu à la question. Elle a parlé d'autre chose, mais pas des révélations du rapport de la commission d'enquête du Sénat, et notamment les collusions d'intérêts entre l'Élysée, Nestlé Waters, entre le ministère et surtout l'intervention en fait du préfet et du directeur de l'ARS pour changer, pour modifier un rapport sanitaire et supprimer des passages qui les gênaient. C'est extrêmement préoccupant, inquiétant. Il n'y a aucune réponse sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas voir, mais en tout cas, si on n'a pas de réponse là-dessus, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on continue à laisser prospérer des possibilités d'intervention en fait, de l'industrie sur les questions sanitaires au plus haut sommet de l'État et puis dans les administrations, dans les agences indépendantes, dans les préfectures. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux. Moi, je suis scandalisé par cette affaire et je trouve que la réponse de la ministre est en dessous de tout. La ministre a aussi tenté de rassurer en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un scandale sanitaire parce qu'il n'y a pas eu de mise en danger de pollution de l'eau, mais que c'est un non-respect des règles d'extraction de l'eau, si l'on peut dire. Alors, elle n'a pas répondu à ma question parce que ça n'était pas ma question. Ma question, c'est sur la collusion entre les intérêts privés, des industries et les pouvoirs de l'État, les agences de contrôle, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les contrôles qu'il y a eu, ils ne sont pas du fait de l'État. Il y a eu une source interne qui a sorti le dossier, les journalistes qui ont sorti le sujet, une commission d'enquête. Et il y a des pratiques trompeuses, des pratiques commerciales trompeuses, et ça n'est pas un sujet strictement sanitaire, mais les sources sont bien contaminées aussi. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierres. On va venir sur les deux aspects. Déjà sur un groupe qui commercialise une eau soi-disant minérale naturelle, puis on s'aperçoit qu'elle a besoin d'être filtrée. Il y a tromperie au moins déjà sur la marchandise, tromperie pour le consommateur. Alors on peut le voir du côté du droit du consommateur à être informé. Je tiens à redire, parce que moi les premières fois où j'avais entendu parler de Nestlé, on pensait qu'il y avait un risque sanitaire profond. C'est pas le cas. Mais pour autant, ça soulève effectivement l'information et le droit pour le consommateur de savoir ce qu'il achète, ce à quoi il a droit. Et puis après, peut-être qu'il faut approfondir le travail sénatorial maintenant, c'est de se dire
comment un rapport peut être éventuellement changé. Et ça pose des questions d'intervention, effectivement, qu'on peut se poser. Parce que si là, il n'y a pas eu de risque sanitaire, il y a quand même un... Vous pensez que le gouvernement doit répondre un peu plus aux accusations? Il est mis en accusation, Je le ne sais pas si c'est le gouvernement là ou si c'est les gouvernements précédents, puisque tout ça date d'un petit peu plus longtemps. Est-ce que c'est aussi à la préfecture? Est-ce que c'est à l'ARS? En tout cas, il y a peut-être à répondre, ou en tout cas bien se munir pour pas que ça intervienne à d'autres moments. François Piquemal, puisqu'il y a une question un peu plus politique, qui a autorisé Nestlé justement à filtrer son eau alors qu'il la vend comme naturelle? Pour vous, vous pensez que c'est un scandale d'État? On voit que la commission d'enquête a des mots très durs et des conclusions assez dures. Je pense que si on reprend le rapport sénatorial, effectivement, c'est un scandale d'État. Comment une multinationale comme Nestlé parvient à faire falsifier des rapports d'une agence régionale de santé, qui plus est d'Occitanie, c'est pas chez moi. Comment en fait une multinationale influe sur des mises en garde ou des relevés de constatation d'une agence étatique, et pour cacher quoi? Des pesticides. C'est-à-dire la qualité de l'eau qu'on boit chacune et chacun. Donc effectivement, le gouvernement, et ça a été dit par mon collègue Jordanov, n'a pas répondu à la question. Et moi, je veux bien entendre, ah oui, mais ce gouvernement, il n'était pas là quand ça s'est passé. Mais depuis 2022, l'Élysée est au courant. Et quand M. Kohler, par exemple, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, convoqué par la commission d'enquête qui n'est pas venue. Voilà une question qu'on pourrait lui poser tous ensemble. Pourquoi avez-vous accepté cette collusion? Pourquoi avez-vous accepté cela au détriment de la santé et de l'information des citoyennes et des citoyens? Ce qu'il y a derrière, Céline Calvez, c'est vrai que c'est l'idée de se dire une multinationale aujourd'hui en France, alors ça pèse, Nestlé, c'est pas n'importe quel groupe avec beaucoup d'emplois, etc. Bien peut tordre le bras aux politiques, imposer des décisions aux politiques. C'est ce que cette affaire, elle semble soulever quand même. C'est que quand on a un grand groupe en France, on a les moyens d'influer les politiques. Oui, ça s'appelle en général le lobbying. On y a tous affaire en tant que député quand on a des... C'est un peu plus loin que le lobbying. C'est un peu plus loin, mais pour le coup, changer un rapport... Oui, mais vous parlez d'influence. Oui, mais en fait, moi, je pense qu'il y a eu aussi des tentatives pour changer un rapport parlementaire. Je suis sûre qu'il y a déjà eu des rapporteurs d'une mission parlementaire à qui on a dit que c'était peut-être pas bien de mettre ça dans son rapport, ou c'était mieux de le mettre. Est-ce qu'ils résistent, les parlementaires? Mais là, a priori, pas forcément. Je pense qu'on résiste d'autant plus maintenant que par rapport à il y a quelques années, on est vraiment à l'œuvre dans nos rapports. Je pense pas qu'il y a quelques années, c'était surtout l'œuvre des administrateurs. Je dis pas qu'ils résistaient pas, mais on est peut-être un peu plus regardant. Bon, c'est une transition un peu facile, on va dire, affaire à suivre, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres questions puisque le rapport de la commission d'enquête sénatoriale est sorti hier. On va rejoindre notre dernier rendez-vous du mercredi, Hugo Couturier, Hugo au perchoir. Alors dites-nous déjà, quel est le top 3 que vous, votre communauté, vous avez retenu lors des thèmes de cette séance? Oui, bonjour Elsa, bonjour à tous évidemment. Ça a beaucoup réagi aujourd'hui et très largement en tête. Non, pardon, je commence par le top 3, désolé. En troisième position, c'est l'affaire Nestlé évidemment qui n'a pas manqué de faire réagir ma communauté. Ensuite, la question sur l'homophobie dans le sport. C'est vrai qu'il y a même eu un dossier sur l'équipe que je recommande sur le dossier. Et en première position, c'est évidemment la réponse de François Bayrou sur l'affaire Betharam. Et vous avez, Hugo, une question pour chacun de nos invités. Je vous propose de poser déjà votre première question à Céline Calvez. Oui, bonjour madame la députée, j'espère que vous allez bien. Question, Alexis Kohler et Pierre-Édouard Stérin ont refusé de se présenter à leur commission d'enquête alors que la loi pourtant les y oblige. Doit-on sanctionner plus lourdement les personnes qui refusent de se soumettre à la loi, d'autant plus quand ils insultent les parlementaires sur un plateau télé comme l'a fait ce matin Pierre-Édouard Stérin? La réponse est oui. Alors peut-être qu'il y a les obligations et la possibilité pour les commissions parlementaires de convoquer monsieur Alexis Kohler ou monsieur Stérin ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'il y a à vérifier ce point-là. Mais par exemple, j'ai effectivement entendu monsieur Stérin traiter d'imbécile ou de mariole des parlementaires, même si monsieur Stérin s'affirme être menacé par de multiples personnes et donc son déplacement physique à l'Assemblée pourrait être difficile. Ça n'empêche pas d'avoir un minimum de respect et il n'a pas du tout fait preuve de respect auprès des parlementaires. Les commissions d'enquête, c'est important et effectivement, vous devez vous y présenter. Quand vous y êtes, vous devez prêter serment et sinon vous êtes pénalisé
pénalement responsable, ce qui n'est pas forcément le cadre du respect ou pas de la convocation. J'ai l'impression que c'est surtout à partir du moment où vous prêtez serment, mais qu'il n'y a pas forcément de sanction de la non-présentation. Alors justement, on va voir, puisque le président et le rapporteur de cette commission d'enquête, je rappelle que c'est une commission d'enquête sur les sondages qui voulait entendre le milliardaire français, qui au même moment de sa convocation disait sur le plateau de CNews que ces députés étaient des imbéciles. Thomas Cazenave et Antoine Léaumont ont promis des poursuites. Antoine Léaumont est brillant et très intelligent. Thomas Cazenave encore plus. Voilà pour la défense. Il a un très mauvais jugement, ce monsieur. d'Antoine Léaumont et Thomas Cazenave. Évidemment, on suit les développements de cette affaire sur notre site internet lcp.fr. Votre question maintenant à François Piquemal. Hugo. Oui, tout à fait. Bonjour monsieur le député, Bonjour. j'espère que vous allez bien, vous aussi également. Est-ce que vous êtes d'accord avec la porte-parole du gouvernement pour dire que le macronisme trouvera une fin dans les prochains mois ? Je pense qu'il a déjà trouvé sa fin. La preuve, c'est sa dislocation actuelle et puis ses échecs électoraux successifs. Je rappelle que la dernière élection législative, il y a un bloc qui est arrivé en tête qui s'appelait le Nouveau Front Populaire et c'était pas le bloc macroniste. Donc je pense qu'il est en déliquescence et le plus triste, c'est qu'il n'est pas qu'en déliquescence politique, il est en déliquescence aussi parfois morale et intellectuelle et c'est ça qui m'attriste pour notre pays. Et sur la volonté peut-être originelle, Céline Calvez, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais d'Emmanuel Macron de dire un peu ni droite ni gauche, on prend un peu tout ce qui est bon à droite et à gauche. Les Français en ont marre de ce clivage. Il a surtout fait ni gauche, ni gauche, ni gauche, ni gauche et beaucoup droite, voire extrême droite. Donc le bilan est raté. Si le macronisme, c'est l'élan créé par Emmanuel Macron en 2016, moi je l'ai suivi à ce moment-là et je peux vous dire qu'il n'est pas mort du tout. Et il n'y avait pas cette volonté de dire on n'irait que d'un côté ou de l'autre. En tout cas, moi, dans ma pratique, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais dans ma pratique, j'ai toujours été dans cet esprit de dépassement et de ne pas regarder que d'un seul côté. Allez, merci beaucoup Céline Calvez, merci François Piquemal.